Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Monsieur le conseiller fédéral, monsieur le vice-recteur de l'Université de Neuchâtel, monsieur le chef du service des sports cantonal, mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir, au nom du service des sports de l'université que je représente, de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue ici, dans cet auditoire, dans nos murs de l'université, pour une conférence qui, je l'espère, sera riche en émotions, peut-être pour les plus anciens aussi, qui va nous rappeler de vibrants souvenirs. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Je suis vraiment très heureux, très content de voir cette affluence, preuve quand même que le sport a encore un engouement certain auprès des jeunes et des moins jeunes. Vous devez être probablement 500 ce soir, donc merci à vous d'être présents. Je rappelle que cette conférence se déroule et est organisée en collaboration avec le Panathlon Club de Neuchâtel, dont la présidente, Madame Martine Jacot, est ici à ma droite, et je vais lui céder directement la parole. Voilà, le club de Panathlon Neuchâtel est très heureux de la collaboration avec les sports universitaires neuchâtelois pour l'organisation de cette conférence publique 2019 et d'ores et déjà vous souhaite une cordiale bienvenue. Le Panathlon est un club-service qui a pour but de défendre les valeurs du sport et d'appliquer la devise « Ludis Lungit » qui signifie « unis par le sport ». Il défend le droit de faire du sport et d'accéder à une éducation sportive saine, d'être traité avec dignité et d'être entouré de personnes compétentes et de participer à des compétitions adaptées. Il encourage à respecter l'adversaire et à se conformer aux règles, à éviter les agressions et à rester digne dans la victoire comme dans la défaite. Le Panathlon agit aussi pour que le sport soit perçu comme vecteur d'intégration sociale par le sport des jeunes et des personnes en situation de précarité sociale, en situation de handicap et les immigrés. Le club Panathlon Neuchâtel compte actuellement une 60aine de membres qui donnent le meilleur d'eux-mêmes à titre bénévole pour véhiculer autour d'eux les valeurs de respect des droits des enfants et des devoirs des parents. Nous entretenons avec le Club des montagnes neuchâteloises des relations d'amitié et aidons les nouveaux membres à s'intégrer rapidement. Annuellement, nous soutenons un sportif et un club qui se serait distingué soit par ses performances, soit dans une activité de bénévole. Nous agissons en permanence et partout pour une affirmation d'une éthique sportive basée sur le fair play. C'est dans cet esprit que nous vous souhaitons une agréable soirée en notre compagnie. Sans plus tarder, je cède la parole au maître de cérémonie de cette soirée, le grand organisateur, monsieur Yves Leplatnier, qui va vous donner un peu plus des informations précises sur tout le déroulement de cette conférence. Je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, mesdames, messieurs, les formalités étaient faites. Je vous dirai à tous, salut. Vous allez peut-être comprendre pourquoi je passe un peu sur ces familiarités dans quelques instants. La première personne que je vais appeler ce soir, c'est un jeune panathlonien. C'est la voix du sport neuchâtelois. Vous l'entendez tous régulièrement. Vous ne le voyez pas souvent. Il est là ce soir. J'appelle Marcel Neuenschwander. Bonsoir à tous. Bonsoir. On ne va pas aller plus loin dans les formalités, Yves. On va immédiatement présenter, j'imagine, nos invités. Exactement. Voilà, très bien. Marcel, vous verrez, sera notre animateur de la table ronde. La deuxième personne que je souhaite vous présenter, c'est la première personne que j'ai contactée pour organiser cette conférence. Et d'ailleurs, c'est à cause de son agenda qu'on a une année de retard. Mais on a vraiment une personnalité du monde du sport, une personnalité de Wengen. J'appelle monsieur Andreas Rickenbacher.
Un bref portrait d'Andreas Rickenbacher, ancien membre de l'exécutif du canton de Berne. Andreas Rickenbacher a été pendant 10 ans à la tête du département de l'économie publique, c'est juste. Hein. Ce Biennois, vous êtes Biennois, et aujourd'hui vice-président donc, du comité d'organisation des courses de Wengen. Andreas Rickenbacher, vous êtes surtout un spécialiste de chiffres, c'est ce que j'ai envie de dire, et bien placé pour savoir que pour couvrir le budget du Lauberhorn, près de 8 millions de francs, vous m'avez dit, c'est un défi permanent. Voilà, laissez-moi maintenant vous présenter celui que j'ai rencontré à 8h30 du matin, dans la cabine pour Sorbois. Ben, c'est là qu'on l'attrape. Les gourous, il faut les attraper très tôt le matin. Et avant le premier pylône, il avait déjà accepté de venir à cette conférence et déjà réservé pour le 23 septembre 2019 à Neuchâtel. Je vais appeler mon ami Titi, Patrice Morisot. Je vais aller droit. Patrice, vous êtes un peu le coach qui fabriquait les champions. Le citoyen Zinal, donc, a été entraîneur de Swiss Ski pendant une quinzaine d'années, 18 ans, il m'a dit exactement, hein, et aussi entraîneur à la Fédération française de ski pendant 6 ans. C'est exact, hein, je crois. Et aujourd'hui, donc, responsable des événements et manifestations du côté des remontées mécaniques de Grimetz Zinal. Et puis Patrice Morisot aussi également, on doit le préciser, a contribué à l'avènement des deux Didier, de Fagot bien sûr, et Cuche également. Imaginez-vous. J'espère qu'il n'est pas mort, il était sous le pied. Mais voilà. Imaginez-vous que vous êtes quelqu'un de ma génération, passionné de ski, le jour où vous devez prendre votre téléphone pour appeler Roland. Alors, je peux vous dire, vous prenez le téléphone, allez vous reposez, allez, je vais l'appeler. Okay. Vous mettez les formes, bonjour monsieur, vous parlez pendant 2 minutes pour vous présenter, et au bout du fil, vous entendez « Salut ! Qu'est-ce que tu veux ?» Bon, là, vous comprenez qu'il va falloir changer de ton, il va falloir prendre un petit peu votre cœur valaisan, il va falloir vous dépasser en Martini, et après un petit moment ensemble à Roland, après 2 verres, que 2, je peux vous présenter Roland Colombin. Bon, je ne crois pas que c'est encore nécessaire de présenter Roland Colombin. On a presque déjà tout dit. Au vu de l'applaudimètre, hein, je crois que vous avez conservé toute votre popularité. Donc, valaisan pur souche, on le sait, qui s'est forgé surtout sur le cirque blanc une réputation de joyeux drill, de coureur pas trop sérieux par rapport au très méthodique Bernard Russi. Mais voilà, cette réputation de garçon turbulent que vous vous appliquiez tout de même à cultiver, hein, Roland Colombin, ne vous a pas empêché de devenir vice-champion olympique en 1972, c'était à Sapporo, de gagner 2 fois la Coupe du Monde de descente et de remporter aussi en 1974 la fameuse course du Lauberhorn. Autre fait marquant mais moins gai de votre carrière, on doit le dire quand même, ce sont les 2 envolées spectaculaires survenues à Val d'Isère, au même endroit, il y a une année d'intervalle. Celles-ci ont failli d'ailleurs vous laisser paralysé et elles ont entraîné à une fin prématurée de votre carrière. Vous aviez 24 ans. Il vous en reste tout de même un souvenir. Là, on a de l'émotion, hein, Roland. C'est le seul truc que je ne me rappelle pas, les 2 chutes. Là. Sur la piste de Val d'Isère, la fameuse bosse à Colombin. Voilà, quand vous devez téléphoner à Didier, c'est pas plus simple. Hein. C'est pas plus simple, et vous l'appelez, mais moi j'appelle Didier parce qu'en fait c'est le seul moyen que j'ai de passer une soirée avec lui. C'est la 2e fois qu'il vient pour nous. C'est la 2e soirée que je vais pouvoir passer avec toi, Didier.
Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour passer une soirée avec toi. Donc je te remercie d'être là. Je vous appelle Didier Cuche. Bon, Didier Cuche, on ne va pas pouvoir faire tout ton palmarès, hein, c'est parce que ça durait tout au long de la soirée. On ne pourrait pas imaginer une soirée sans toi, bien évidemment. Ici, ce soir, je te tutoie parce que je te connais quand même un petit peu. Tu as été médaillé d'argent du Super G des Jeux de Nagano, c'était en 1998, champion du monde de la discipline en 2009. Tu as gagné 4 fois la Coupe du monde de descente, c'est juste. Et surtout aussi, on retient ces 5 victoires à Kitzbühel. Et ce qu'on retient un tout petit peu moins, malheureusement, je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie, c'est qu'il a terminé 3 fois deuxième de la descente de Wengen, de la descente du Loborhorn, ce qui est déjà pas si mal. On peut aussi l'appeler le Poulidor de Wengen en quelque sorte. Hein. Voilà, il y a le savoir du terrain, il est parmi nous, et puis il y a le savoir académique. On a la chance d'avoir ce soir 2 historiens du sport, les grands spécialistes du sport, du ski en Suisse. J'appelle Grégory et Sébastien. Grégory Quin, Sébastien Callard. Alors, Grégory et Sébastien vont commencer par une petite intervention historique. Je vais vous préparer tantôt. Cette présentation sera suivie d'une première table ronde et puis ils reviendront à la charge pour nous donner encore 2 petites présentations au cours de la soirée. Voilà, je vous cède la parole. Merci. Merci. Bonsoir. Alors, merci pour l'invitation, merci de nous avoir sollicités. Alors, je tiens tout de suite à souligner qu'on ne nous avait pas averti que vous seriez aussi nombreux. Alors, c'est notre plaisir de parler devant vous. Mais voilà, on n'avait pas forcément anticipé, mais on espère qu'on va être quand même intéressant et surtout qu'on va, sans trop vous endormir, parce que des fois c'est ce qu'on attend des historiens qui vous racontent des histoires et puis que vous vous endormiez, que vous suiviez un petit peu cette histoire du Lauberhorn qui va fêter ses 90 ans l'année prochaine, en 2020. Et on ne va pas vous raconter 90 ans d'histoire parce que bon, on nous a dit qu'il faut parler 2 fois 5 minutes, donc on va essayer de se tenir à ça. Mais voilà, donc on va simplement aussi passer les plats un petit peu pour passer d'une période à l'autre et pour que effectivement la table ronde après puisse vous apporter des éléments de l'expérience des personnes qui sont là et qui sont les personnes pour lesquelles vous êtes venus. On n'est pas là pour ça. Simplement un petit mot. Pour vous dire pourquoi on est là, c'est aussi parce que depuis maintenant quelques mois, pour la première fois dans l'histoire de l'histoire, si on veut, il y a un projet de recherche qui se mène sur les sports nationaux suisses, dont le ski, à l'Université de Lausanne. Et donc, c'est en tant que chef de projet, moi, c'est mon plaisir, mon honneur de venir pouvoir le présenter, de pouvoir aussi céder la parole à ceux qui font le projet. Sébastien va vous dire 2-3 mots après aussi. Et donc, ça, c'est important aussi que ça soit su que depuis maintenant quelques mois, pour la première fois, on fait vraiment de l'histoire du sport suisse et on espère pouvoir avoir l'occasion d'en parler devant des assemblées comme celle-là le plus souvent possible. Alors, juste pour rappeler où se situe Wengen, je vous ai mis une petite carte, dans l'Oberland bernois, à proximité de Grindelwald, Muren et Interlaken. Alors, le ski en Suisse débute à la fin du 19e siècle. La course du Loborhorn, elle est créée en 1930. Elle est créée par 2 amis, Christian Ruby et Ernst Gertsch. Le premier est enseignant et deviendra conseiller national socialiste, et Ernst Gertsch, lui, est responsable d'un magasin de sport à Wengen même, et restera jusqu'en 1970 directeur des courses du Loborhorn. Je vous ai mis quelques photos. Donc, Ernst Gertsch a gagné le premier slalom du Loborhorn en 1930. On peut constater que le matériel a un tout petit peu évolué. À l'époque, il n'y avait pas de piste damée non plus, et il remontait en ski avant de partir, puisqu'il n'y avait pas de remontée mécanique.
Et Christian Ruby, lui, a gagné la première descente du Loborhorn. Donc ils étaient organisateurs, mais aussi participants, ce qui aujourd'hui serait un petit peu compliqué. Alors, cette course, elle est devenue très importante et dès le départ, il y avait déjà des compétitions internationales, des représentants d'Autriche, de France, d'Italie aux premières compétitions. Et il y a un contexte, en fait, dans la région qui est très favorable au développement du ski. Premièrement, la démocratisation du ski, qui est notamment le fait de l'armée, qui par des cours de ski aux conscrits a permis la démocratisation du ski. Dans les années 30, il y a aussi la reconnaissance de la modalité alpine du ski par la Fédération internationale de ski, puisqu'avant 1930, on ne faisait pas de ski alpin à la FIS. Et le slalom, jusque-là, était évalué sur le style et non pas sur le chronomètre. Ensuite, à cette période-là, dans les années 30, il y a une forte implication des milieux touristiques qui vont favoriser le développement des courses pour favoriser le développement de l'image, de marketing des stations, ce qui va largement contribuer au développement du ski de manière générale et pas que des courses du Loborhorn. Enfin, il y a une dynamique particulièrement importante qui se met en place dans le Lütschine et dans l'Oberland bernois, puisqu'à la même période, si vous avez vu sur la carte avant, il y avait Mürren. Mürren organise les premiers championnats du monde de l'histoire du ski suisse en 1931. Il les réorganise en 1935. C'est donc les premiers championnats du monde FIS. Et le ski club aussi de Grindelwald est très très actif dans le domaine du ski. Donc il y a un microcosme avec des personnages très importants qui viennent de la région. J'en citerai un ou deux, notamment Arnold Loon, un Britannique qui s'est installé à Mürren, ou encore Elsa Roth, qui a joué un très grand rôle pour le développement du ski en Suisse. Je vais m'arrêter là et laisser la parole à la suite. Merci beaucoup pour cette première touche, je dirais, historique. On va peut-être commencer à ouvrir la discussion sur le thème finalement de la soirée, à savoir le mythe du Loborhorn. Pourquoi le mythe du Loborhorn? Est-ce que le Loborhorn, réellement, c'est un mythe ou qu'est-ce que ça représente? On va peut-être commencer par les coureurs parce que finalement, ce sont eux qui sont à fond dedans, si vous me passez l'expression. Qu'est-ce que ce Loborhorn représente pour eux? Je ne sais pas si c'est Roland ou Didier qui veut s'exprimer au premier. Est-ce que c'est le plus jeune qui laisse la place au plus ancien ou c'est le plus ancien qui laisse la place au cadet? L'Oberon, ça marche pas. Hein. Si, c'est bon. Alors, je veux dire, déjà l'endroit, c'est mythique. Je veux dire, quand on est au départ, on est en face de trois géants de l'Eiger, le Munch et la Jungfrau en face de vous. C'est quelque chose de magnifique. En plus, il y a des passages, je dirais pas vertigineux, mais enfin, un peu comme la et surtout, c'est la plus longue de tout le circuit. C'est 2 minutes 30, alors qu'une descente normale, c'est dans les 1,45. Roland, il faudra rapprocher ton micro du... Je fais la technique aussi. Oui, fais la technique. C'est Larsen, c'est normal, c'est pas grave, voilà. Pourtant, j'étais pas un technicien. Donc, on retient déjà 2-3 éléments par rapport à cette descente de l'Oberhorn, le mythe du l'Oberhorn. On parle du décor. Pourquoi pas commencer par le décor, finalement? Le Munch, l'Aigre, la Jungfrau, derrière soi. On y pense quand on est coureur, vraiment. Didier? J'ai peut-être pas tout à fait la même approche que Roland, parce que moi, d'abord, je les ai pas vues, ces montagnes, quand je suis arrivé là-haut. C'était vraiment cette impression d'arriver dans la cour des grands. J'avais, je crois, une bonne saison quand j'ai commencé à Wengen. J'avais jamais fait des Coupes d'Europe. Donc, je découvrais complètement la piste, à part ce que j'avais vu à la télé. Puis, je me souviens que déjà, rien qu'après la reconnaissance, sans vraiment avoir apprécié le paysage en haut, 1h30 de reconnaissance, j'étais déjà fatigué. Fatigué de tout ce que j'ai dû m'imprégner, puis de tout ce que, au niveau de l'intensité de ce que j'ai vu, ce qui m'attendait après à vitesse réelle, j'étais quand même malgré tout un peu nerveux. Ouais.
Moi, je faisais 10 minutes de reconnaissance, c'est pour ça que j'avais le temps de regarder les montagnes. C'était le Baudet Miller de l'époque. Baudet Miller fait la même chose. Il est un peu marseillais, Roland Colombin, j'ai l'impression par moment. Hein, mais ça fait partie du personnage. Quelques mots peut-être quand même de Patrice Morisot. Justement, lorsqu'on arrive on approche Wengen, dans cette descente du Loberon, qu'est-ce que pour vous ça représente? On parle de mythe. Pour l'encadrement, c'était vraiment, c'est un endroit vraiment totalement à part, parce que déjà toute l'organisation pour l'encadrement est très très différente sur les autres Coupes du Monde. Donc la montée en train, mais après toute l'organisation d'une journée avec les échauffements, je sais que Roland m'a expliqué il n'y a pas très longtemps que par exemple lui, en Coupe du Monde, il n'y avait pas d'inspection le matin de la course. Quand il faisait Wengen. Nous, maintenant, il y avait tout le temps des inspections, il y a un échauffement, il y a tellement de choses à mettre en place. Alors, en tout cas, pour le staff, c'est un gros boulot. Et c'est vrai que Wengen, c'est très, très différent parce que pas louper le train, sinon on est au milieu de la foule. Mais c'est ce qui fait... J'ai toujours aimé à la Wengen parce que les coureurs étaient encore beaucoup plus proches des spectateurs et les gens pouvaient les croiser sur le télésiège, dans le train, un petit peu partout. Et pour moi, la beauté de Wengen. Ouais, énormément de proximité avec le public. Comme tu disais, si on ratait le train, le bon train, parce qu'il y avait un train qui était quand même plus ou moins réservé le matin pour monter tous les athlètes, on arrivait à peu près une demi-heure ou 40 minutes plus tard que prévu en haut. Donc, fallait être... les distances sont tellement énormes et puis le train va tellement lentement que tout est beaucoup plus compliqué à Wengen. Mais c'est vraiment ce qui fait partie du charme total de Wengen et c'est resté depuis, je pense, pratiquement le début jusqu'à maintenant la même chose. Ce train, le fait qu'on accède finalement au pied de la piste en train, c'est un peu dans notre temps, non? Ouais, bon, après, une fois qu'on est en haut, tout est à la même époque que les autres stations, mais c'est vrai que ce train, il va rester, je pense encore, Eric Enmark nous dira certainement, mais ce serait presque dommage que ce train vienne à disparaître, mais c'est vrai qu'on a un petit peu une autre entrée dans la journée. Si on prend 5 minutes la cabine pour arriver au départ, comme par exemple à Kitzbühel, ou si on prend 35 minutes pour monter avec le train tranquillement, on a le temps de lire le journal, presque encore de manger son croissant si on a mangé le déjeuner un peu en vitesse. Donc ça fait partie du charme. Patrice Morisot, on peut s'arrêter sur cet aspect logistique, hein, réellement, parce que ça cause des difficultés pour les entraîneurs, pour l'encadrement. C'est compliqué, mais moi j'ai vu plein d'images de Wengen avant où ils tiraient les câbles avec les mulets. Et c'était une organisation qui était absolument incroyable au début. Maintenant, on a d'autres moyens. Pour nous, je dirais que c'est compliqué, mais c'est ce qui fait la beauté de Wengen. Donc, gagner Wengen, ou moi, Didier, je pense que c'est les fois, en tout cas 2006 et 2007, c'est les fois où je l'ai vu le plus content de deuxième place. Franchement, c'était des résultats qui étaient exceptionnels. Lui, il est tombé sur 2 courses où il y avait un extraterrestre, Baudet Miller, qui est 2 fois, je crois qu'il gagnait 7 dixièmes d'avance quand même, aussi longue. Mais en tout cas, pour un Suisse, Wengen, un podium, c'est déjà un résultat fantastique. Roland, il l'a gagné, mais je crois savoir qu'il ne l'a pas gagné sur la totalité de la longueur. Parce que je me suis dit en regardant ces temps, j'ai dit c'est bizarre. Parce que... Non, mais là, j'ai justement une histoire à raconter parce que je vais chaque année avec un groupe, une boîte de Lausanne. J'accompagne une vingtaine de personnes chaque année à Wengen, au Loberon. Et puis, il y a 3-4 ans en arrière, je vois passer Peter Müller. Et puis, je dis à mes gars, je dis, écoutez, je vais vous présenter un qui a peut-être gagné, puis je ne me rappelais pas s'il avait gagné ou pas. Et puis, je l'appelle, et puis je lui demande, j'ai dit, t'as gagné une fois oh, puis t'as été vexé, là. Il me dit, oui, moi j'ai gagné, mais moi depuis en haut. Hein. Il s'est souvenu, lui. Hein. Alors là, moi j'ai gagné depuis Lundshop, oui, parce que malheureusement, ça arrive assez souvent qu'en haut il y a la tempête, et puis on doit abaisser le départ à Lundshop. Mais ça fait rien, j'ai gagné Wengen quand même. Je connais les gars.
Moi, je connais des grands descendeurs, plus grands que moi encore, qui n'ont jamais gagné Wengen. Didier, il y a une remarque de Patrice Morisot qui disait finalement vous avez terminé deuxième, 3 fois deuxième je crois. Alors on vous a un petit peu titillé pour vous dire que finalement vous ne l'aviez jamais gagné, mais vraiment quand même quand on est deuxième d'une course comme celle-ci, peut-être pas sur le moment, mais après coup il y a une certaine joie, une certaine satisfaction. Non, je crois que même sur le moment, la satisfaction, elle était là. Et c'est sûr que dans la course, on cherche toujours un petit peu où la course a pu se jouer. Mais ouais, Patrice ment pas en disant que je me suis réjoui de ces victoires. Parce que mes débuts sur le Lauberon étaient quand même un peu laborieux. J'avais du mal à trouver les solutions pour aller plus vite qu'une 15e place. La fois où j'ai passé dans le top 10, c'était déjà presque une petite victoire. J'étais 8e et c'était, sauf erreur, la semaine avant la première victoire à Kitzbühel. Donc j'étais bien en forme, mais j'arrivais pas à faire mieux que 8e à Wengen. Et puis c'est un peu par hasard, lors d'une course 2006, où j'ai un peu raté toute la partie qu'on voit généralement pas à la télé, qu'on voit souvent par hélicoptère. Il y a le départ, et puis après une douzaine de secondes, il y a un long virage contre la droite. Et puis, j'ai déclenché mon virage beaucoup trop tard. Et je me suis dit, là, il faut que j'y aille. J'ai tout balancé en une fois, puis j'étais terminé à la porte. Et à la Unschop, j'étais dans les meilleurs temps. Et c'est là que j'ai compris combien important était cette courbe-là. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à pouvoir me battre avec les meilleurs sur cette piste-là. Mais il y a tellement d'endroits où on peut faire juste ou faux, ou plus d'endroits où on peut faire faux que juste. Et que c'est pour moi, ça reste une des pistes qui était la preuve, je ne l'ai jamais gagnée, la plus compliquée à gagner. C'est la plus ancienne course inscrite au calendrier de la Coupe du Monde. En fait, c'était une des premières descentes en 1930 qui a été créée. Vraiment, c'est aussi un fait marquant. Toutes les histoires qu'on entend autour du Lauberon, et puis qu'au début, il y avait même des courses qui étaient faites où c'était départ en haut, plus ou moins départ en ligne, un point d'arrivée, puis qui pouvait un peu passer par où il voulait. Tout ça, ça fait partie de ce mythe-là. Puis après, quand on voit un peu des images de l'époque, on voit l'histoire que le Lauberon a eue. Et ça, c'est présent aussi pour un jeune qui va pour la première fois sur le Lauberon. La longueur de la course aussi, c'est un élément très particulier. C'est la plus longue course au calendrier, plus de 4 km de long. Ça, c'est aussi un élément déterminant qui est marquant pour une épreuve comme celle-ci. Même si on est encore avec un peu d'avance avant le S final, rien n'est joué. C'est un peu un coup de poker, quitte ou double. À l'époque, la faute a été fatale, même dans l'histoire du Lauberon, avec le décès de Stadler. Et c'était de toute façon rédhibitoire au niveau du chrono. Donc, même si on sentait qu'on était bien en piste, déjà on a les jambes qui commencent à plier avant le S final. Et puis après, il y a encore 3 virages qui s'enchaînent où on n'a pas tellement de réfléchir. On doit savoir où on va skier, puis ça là, dans l'air d'arrivée. La longueur de la course, Roland Colombin, c'est un élément marquant déterminant. Il ne connaît pas, il n'a jamais fait de pied en haut. Non, mais j'aimerais quand même vous dire, j'aurais pu la gagner plusieurs fois, mais ils ont annulé 2-3 fois quand j'étais en forme. Alors c'est vrai que les 3 précédentes éditions ont été annulées avant que vous ne la gagniez. C'est la période où j'étais en pleine forme. Ça tombait mal. Non, mais moi j'étais content que l'année que j'ai gagné, qu'ils ont baissé le départ parce que j'étais peut-être pas prêt pour faire 2 minutes et demie. Mais voilà quoi. C'est vrai que on a, comme dit Didier, souvent ça se joue sur le, mais c'est surtout la fatigue parce que le S avant l'arrivée, si tu le mets 100 mètres après le départ, c'est de la rigolade. Seulement après 2 minutes et demie de course, c'est autre chose. Patrice Morisot, la longueur de la course réellement, 2 minutes 30, c'est long, très long. Skier 3 minutes, c'est facile, non? C'est très très long. Moi, après, avec les Suisses, j'avais des athlètes qui étaient prêts physiquement. Avec les Français, ça a été beaucoup plus compliqué. Et pour dire, aux entraînements, je leur demandais, après le Brückli ou le Kernenes maintenant, je disais, mais mettez les coudes sur les genoux pour vous reposer un peu, pour avoir encore un peu d'influx le jour de la course. Donc ces 30 à 40 secondes supplémentaires, réellement, c'est quelque chose qui peut être déterminant. Ouais, ça fait vraiment la différence. La preuve, quand on fait les entraînements depuis le départ combiné ou qu'à cause du temps, le départ est descendu à la tête de chien, dans la section des 22 dernières secondes, le jour où on part plus bas, de pratiquement 45 secondes, on fait
une demi-seconde, on est une demi-seconde plus rapide dans ce secteur de 22 secondes. C'est bien la preuve que la capacité physique est très importante dans ce S final. Avant de poursuivre, je vous propose peut-être une petite intervention avec Andreas Rickenbacher, qui n'a pas encore dit grand-chose, mais qui va vous présenter... Oh, vous avez... J'ai pas eu l'occasion. Non. Hein. Vous allez nous présenter peut-être quelques chiffres aussi sur cette fameuse descente du Loborhorn pour nous donner un peu une idée de ce que ça représente en termes d'organisation. Donc, quand on a entendu que 1930, la course a été fondée, là, il y a une des factures de l'année de 1960. Et vous voyez, on était une association qui organisait une course de ski à Wengen. Et les coûts étaient de 2900 francs 65. Les comptes étaient faits à main. Donc aujourd'hui, 2020, on est encore une association. Ça, c'est la seule chose qui est comme à l'époque. Aujourd'hui, on a les comptes à peu près entre 7 et 8 millions de francs. On a eu dans l'année 2016 un déficit de presque 100 000 francs. Là, on voit aussi que c'est devenu de plus en plus difficile d'organiser ces courses-là. J'ai encore pris avec moi quelques autres chiffres. Les recettes, là, vous voyez que les droits de télévision et les sponsors officiels de la FIS sont très importants, mais aussi la billetterie, VIP, hospitalité, et avec 28% les sponsors locaux. Ça, ce sont les 3 postes très importants dans nos recettes. On a parlé du train. On a tous les ans 1500 tonnes de matériel qui doivent être allés à Wengen. En train. Et là, on a 2 moyens. On a le train et on a l'hélicoptère. Quand on compare ça avec Kitzbühel, là, vous prenez un poids lourd. Vous allez avec le poids lourd derrière l'arrivée et là, vous mettez tout. À Wengen, ce n'est pas possible, on n'a pas de route, donc tout cet matériel doit être transporté sur le train ou avec l'hélicoptère. Les dépenses, on voit qu'avec 31%, l'organisation, l'infrastructure est le poste le plus grand à cause de ce matériel. Et on a des autres postes que vous voyez ici. Qui est très important dans notre organisation. On a un très grand nombre de fonctionnaires qui nous aident tous les années. Vous voyez qu'on a à peu près 200 personnes militaires, on a 250 personnes à peu près de la protection civile et on a 500 volontaires qui viennent à Wengen. Donc, si on devait payer tout ça, ça nous coûterait en plus à peu près 3 millions de francs et avec ça, ce ne serait pas possible d'organiser cette. Les spectateurs sur place, là vous voyez que le temps, la météo est très important. 2017, on a dû annuler la descente, donc là on n'avait pas beaucoup de gens chez nous, 35 000 personnes. Cette année, la dernière course, 2019, on avait le bon temps, les Suisses étaient en forme dans la descente, mais aussi en slalom. Et là, on a fait un record avec 67 000 personnes à Wengen. Spectateurs télévision, c'est à peu près la même chose. 2017, on n'a pas pu mesurer, mais quand les Suisses sont en forme, on voit que les chiffres augmentent. L'année passée, on a eu 85% de part de marché chez SRF. C'est à peu près la même chose comme la finale de la Coupe du Monde football, quand on compare. Les médias sont très importants pour nous. On a toutes les années à peu près presque 500 personnes des médias à Wengen. 157 médias qui sont là et on voit ici, ils viennent presque de tout le monde.
On a fait aussi des études sur l'impulsion économique de la course et on voit que tous les ans, à peu près 10 millions de francs sont un effet direct ou indirect des courses dans l'économie régionale, mais avec l'organisation de cette course, on donne aussi quelque chose à la Suisse, on le voit ici, avec la télévision qui émet ces images dans tout le monde. On voit que la marque suisse en profite à peu près avec 7 millions de francs toutes les années parce que les images de la Suisse, de cette course, sont émises dans tout le monde. Bon, c'est tout. Merci beaucoup, Andreas. C'est Colombin qui fait bien. J'aimerais juste un chiffre, vous parlez d'un budget de 8 millions de francs. Ça paraît presque démesuré, ça devient de plus en plus grand. C'est encore viable, c'est encore possible? Je pense qu'avec l'infrastructure de tout mettre sur le train, on vient maintenant à des limites. On l'a vu cette année-là, 2019, avec les 67 000 personnes. On a dû attendre 2 heures et demie à Lauterbrunnen pour prendre le train. Ça devient de plus en plus difficile d'avoir tous les gens avec un événement. On espère que les 2 ans qui viennent maintenant avec les nouveaux téléphériques de Grindelwald, la V-Bahn, une va être inaugurée cet décembre, Grindelwald-Männlichen, et l'année prochaine, il y aura Grindelwald-Eigergletscher, que là, on a la possibilité de prendre plus de personnes vers Grindelwald. Et là, peut-être on peut mettre un peu plus loin les frontières, mais ça devient de plus en plus difficile. Voilà, ou que les Suisses aillent un peu moins vite. Non, ça, il y a moins de monde qui vient. Non, ça on veut pas. Non, ça on veut pas. Vous avez dit 67 000 spectateurs, près de 70 000 spectateurs, c'est un record, c'était cette année. On constate finalement que le ski attire encore du public. Didier, hein, on a parfois le sentiment que le ski, on le suit moins derrière la télévision, mais il attire encore du monde, il attire encore du public. On vient finalement comme à une grande fête, comme à une messe. Roland, Didier? Question faite, je laisse répondre Roland. Non, mais ouais, on ne faisait pas tellement la fête. Le micro. Non. À repasser de l'autre côté. Ça marche, là? Pas trop le bouton, là. Non, mais moi, je me rappelle, mon époque, c'était plus cool parce qu'il y avait déjà beaucoup moins de monde et puis ça se passait, c'était plus tranquille, en tout cas. Voilà, mais je vais quand même vous raconter une petite histoire. Une fois, j'étais à Wengen au départ le matin de la course, en 74. Puis arrive une délégation de bagnards, ça veut dire de ma vallée. Et les gars, ils n'avaient pas été couchés de la nuit, ils étaient un peu chauffés. Puis ils arrivent à l'hôtel et puis ils disent « Hé, la Colombe, viens boire une goutte », qu'ils me disent. Et puis moi, en train de déjeuner, entraîneur et les copains autour, ils disent « Calmez-vous, les gars. Ouais, tu fais pas tant difficile quand t'es en pare-bagne », ils disaient. Et ça, c'était le matin de la course, voilà. Tu nous as pas dit, tu l'as bu, le schnapps? Pardon? Le schnapps, tu l'as bu ou pas? Ah, mais après, en cachette... Ça, c'est ce qu'il dit. Je me permets juste de rebondir, je trouve rigolo qu'ils disent c'était plus cool, il y avait moins de monde. C'était pourquoi? Pour pouvoir faire plus de bêtises ou... Non, mais je veux dire, moi, par exemple, j'aimais pas quand il y avait beaucoup de... C'est-à-dire, Kitzbühel, j'adorais parce qu'il y avait pratiquement pas de Suisses qui allaient là-bas. Donc, moi, j'avais beaucoup de pression quand il y avait la famille ou des copains qui étaient là autour. Pas tellement. Ah, c'était côté sportif voilà. aussi, ouais. Plus j'étais loin de la maison, mieux je me portais. Il y a 2-3 éléments quand même sur lesquels on peut revenir. On parle du mythe. On doit aussi évoquer le parcours. Hein. On a dit 4 km 400, mais c'est encore un parcours par endroit, semble-t-il, qui est d'un autre temps parce que peut-être qu'il ne correspond plus aux normes de la FIS. Hein. Qu'est-ce qu'il en est là? On sait qu'il y a des secteurs qui sont très étroits. Didier? On parle certainement du Brückli qui a été renommé le Kernenes après la fameuse chute à Brno où il a failli passer par-dessus le filet. La preuve finale que
la sécurité est quand même bien faite, c'est qu'il n'y a pratiquement jamais d'accident grave qui arrive à cet endroit-là, parce qu'il y a un gros coup de frein, mais c'est vrai que c'est certainement plus aux normes de la FIS. Je ne sais pas comment, c'est peut-être plus à une barre de répondre par rapport aux normes de largeur de piste, parce que là on passe à 110 km à l'heure, un virage à droite qui nous freine, je pense, de 15 km à l'heure, encore une fois 10 km à l'heure dans le deuxième, puis on ressort à 70 km à l'heure. On a fait un gauche-droite, un peu comme si on arrive dans une chicane de Formule 1, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'espace à gauche, à droite, c'est les filets. Oui, je pense que quand il faudra homologuer l'Auberon aujourd'hui, ce ne serait pas possible. La FIS vous dira la largeur ne suffit pas, on n'homologue pas. Mais puisque c'est un mythe, on va avoir les 90 ans en 2020. Ça existe encore, mais pour nous, c'est clair, la sécurité, c'est primordial, c'est à la première place, mais pour nous, ça devient de plus en plus coûteux, de plus en plus difficile. Cette année, par exemple, on devra élargir le pont avant le Hanekschuss, et ça nous coûte 400 000 francs suisses. Et c'est nous qui devons payer ça. Donc ça devient aussi pour nous de plus en plus difficile. Patrice? Mais si on prend la course, à part, moi, ces 15 dernières années, je n'ai pas de souvenir d'avoir eu vraiment des accidents graves. La vitesse, c'est une piste où la vitesse est quand même bien sous contrôle. Je trouve, même dans les parties les plus rapides, on a vu Johan Claret qui était à 160 km/h, mais c'est large, il y a de la place. Et c'est une des pistes, je pense, où il y a eu le moins d'accidents, en tout cas ces 10-15 dernières années. Je dirais là où on est vite, c'est large, et là où c'est pas très large, on n'est pas très vite. C'est-à-dire ça, c'est... Ouais. Didier n'est pas tout à fait d'accord. Tout est relatif quand on arrive à 110 dans un chemin qui fait 4 mètres de large, puis qu'on voit juste un mur rouge, puis on sait qu'on doit passer là, mais... Mais Didier, là, ils peuvent faire le pont tout droit, mais après, c'est le tunnel qui doit agrandir. Voilà. Si on change ça, on doit les changer après. Non, mais c'était de toute façon un des passages qui était super important pour la course aussi. Si à ce moment-là, on ratait ces 2 virages, eh ben, on a pratiquement course perdue, parce qu'après, il y a à peu près presque encore 2 km, ou 1,8 km, où c'est vraiment beaucoup moins pentu. Puis si la vitesse qui est perdue là, c'est un des passages mythiques, et c'est ce qui fait le mythe aussi au Lauberon. C'est ces passages clés, comme la tête de chien, le Bruckli, le Canadian Corner, là, certains Canadiens avaient terminé sur les voies de chemin de fer. Typiquement, la tête de chien, est-ce que ça serait ce passage entre 2 rochers, est-ce qu'aujourd'hui, si on voulait peut-être le réinstaurer, la FIS l'accepterait encore? Ce passage entre 2 rochers que seuls les coureurs passent, hein, parce que le monsieur tout le monde, lui, passe à côté. Pour moi, c'est la beauté du ski. On peut tout enlever, hein, mais le ski ne se vendra plus. Moi, ça, c'est certitude. Là, on ne peut pas passer à côté, mais on peut dire, bon, Wengen, on ne court plus, mais c'est une perte pour le ski alpin qui serait tellement énorme. Et puis après, il y a toutes les autres pistes. Si on veut enlever tout ce qui est un petit peu dangereux, tout ce qui est un tout petit peu hors norme par rapport, mais les Wengen, Kitzbühel, font partie là, des courses qu'on a depuis longtemps. Complètement ridicule d'essayer de les enlever ou de les modifier. On doit tout le temps aller du côté des coureurs pour que la sécurité soit présente. Moi, à Wengen, franchement, je ne vois pas un gros problème. Je pense qu'au niveau de la sécurité, ce n'est pas forcément le terrain existant qui est un problème, parce qu'on peut le sécuriser. Après, il y a peut-être des zones qu'on travaille différemment. Les sauts, comme ils sont construits, à Wengen, la tête de chien, il y a une petite plateforme qui est construite de 80 cm de haut de neige en retrait du passage arrondi de la tête de chien. Si cette plateforme elle serait pas construite, peut-être qu'à l'époque, ils ne la construisaient pas, et puis c'était aussi très dangereux. Maintenant, sans cette plateforme, avec les 80 km/h qu'on a là, on ne pourrait plus faire juste. On irait s'écraser dans le fond. Donc tout est aussi pensé pour que ça passe à la tête de chien comme au Bruckli. Mais Roland Colombin n'a pas eu de souci puisqu'il a gagné sans devoir passer la tête de chien, c'est juste, c'est peut-être 4. Si, juste avant. Juste avant. Non, mais moi, la tête de Mais chien, pas si vite. Hein. Où il y a Pas le si danger, vite. la tête de chien, bon, bien sûr que c'est impressionnant, on voit les rochers de chaque côté, mais il n'y a aucun danger. Je veux dire, celui qui va dans les rochers, ça veut dire qu'il est bourré. Moi, je dirais que
c'est plus dangereux. C'est plus dangereux la bosse à Minch qui est derrière la sortie avant le train. Là. Mais la tête de chien en elle-même, c'est pas dangereux. C'est impressionnant, c'est ce qui fait le charme. C'est impressionnant, c'est peut-être pas, entre guillemets, pas si délicat à passer que ça, mais c'est ce qui fait le charme de la course. Mais pour moi, c'est ce qui vend le ski maintenant. C'est un peu plus d'1 million de personnes qui regardent sur la Suisse alémanique, il y a 350 000 sur la Suisse romande, un peu plus de 100 000 sur la Suisse italienne, qui regardent cette course. Et c'est ce qui fait la beauté du ski maintenant. Avant, tu as demandé qu'est-ce qui a changé. Ce qui a changé, on ne regarde plus le ski la même chose. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut revoir les courses. Avant, c'est clair que moi, je me rappelle petit, je regardais les courses en famille. On avait un poste de télévision. Maintenant, tout le monde a les téléphones, a les ordinateurs. On regarde ça vraiment différemment. Mais moi, je me rappelle à 4 ans, Colombin, c'était mon idole et je l'avais à côté de ma maison parce qu'il faisait l'école de recrues dans le bâtiment derrière chez moi et j'allais le voir tous les jours parce que on vivait ça en famille, on vivait ça beaucoup de monde ensemble. Maintenant, on est beaucoup plus individualiste, ça a changé, mais j'espère vraiment que la FIS ne va pas vouloir changer les règles. Donc qu'on aille tout le temps du côté de la sécurité, que ça soit bien géré, ça c'est tout à fait juste, mais de dire Wengen, maintenant on ne doit plus le faire, ça serait une perte pour le ski, et pour moi ça serait la perte du ski. Le ski alpin a peine à se remettre sans Wengen, sans Kitzbühel. Pour moi c'est les 2 grandes courses de la saison. Kitzbühel aussi alors, parce que Kitzbühel aussi c'est pas dans les normes. En tout cas ces dernières années c'était même en dessus des normes, parce que les choses n'ont pas été faites correctement. Le moment l'année passée, j'ai regardé la course, c'est la première année que je commentais pas, ou que j'étais pas sur la piste. Franchement, j'ai regardé la course, j'étais très très déçu parce que pour moi, c'était en dessus des limites de ce que les coureurs pouvaient faire. Je vous propose justement d'évoquer l'évolution de la descente en général, la descente du Lobe-Rhône, avec une deuxième partie historique, toujours en compagnie de Grégory Quin et Sébastien Gala. Deuxième petite intervention qui va aussi nous permettre de relancer des questions après et finalement qui rejoignent, même si on n'a pas du tout planifié l'organisation, ce qui vient d'être dit, parce que je pense qu'il y a un élément qui est important à souligner, c'est finalement si vous avez Didier Cuche et vous avez Monsieur Colombin, c'est parce que on les a préparés en fait, parce que ces skieurs-là ont reçu un soutien déjà très jeune et ont été accompagnés dans leur carrière jusqu'à pouvoir briller sur les pentes du Lobe-Rhône, que la course ait été longue ou moins longue. Et pour comprendre ça, il faut revenir et se raconter des fois des histoires tristes. Et l'histoire triste que je vais vous raconter maintenant en 2 minutes, c'est celle d'Innsbruck 1964. Les Jeux Olympiques d'hiver sont organisés dans la cité autrichienne et l'équipe suisse va rentrer sans aucune médaille. 0 médaille. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire à Innsbruck. Vous imaginez des Jeux Olympiques d'hiver. On vous a dit avant que les milieux touristiques étaient importants pour comprendre l'histoire du ski. Évidemment, les milieux touristiques s'inquiètent. Est-ce que la Suisse va continuer à être une nation importante en termes de sport d'hiver si on n'arrive même pas à ramener des médailles des Jeux Olympiques? Alors si on regarde le détail des résultats, discipline par discipline, aux Jeux Olympiques de 64, on se rend compte que c'est pas si grave que ça. Si vous regardez par exemple pour le ski alpin, les Suisses font souvent 4e, 6e, 9e. Alors sur 103 concurrents, faire 4e, 6e et 12e, c'est plutôt pas mal. Les Jeux Olympiques sont un peu injustes parce que si vous n'êtes pas dans les 3 premiers, vous ne restez pas dans l'histoire. Donc ça c'est un point. Alors si vous regardez en détail le biathlon, qui est la discipline reine en Suisse, puisque les Suisses savent naturellement skier et naturellement tirer, puisqu'ils ont été sur des skis très jeunes et ils ont été à l'armée, vous verrez qu'au biathlon, c'est moins terrible. 45e, 46e, 47e, 48e sur 51, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, les suivants dans le classement sont des Mongols. Alors le journal Sport, à l'époque, titre « Les Suisses à peine juste devant les Mongols ». Mais bref. Par contre, quelques jours plus tard, de ces Jeux Olympiques, le conseiller fédéral en charge à l'époque du département militaire fédéral va militer, va dire « non, ça ne peut plus continuer comme ça, on a besoin d'un soutien pour les sportifs d'élite ». C'est le conseiller fédéral Chaudet, dont vous avez ici la phrase « Leistungssport verdient entschlossene Förderung ». C'est donc très important, c'est à la une de la presse à l'époque. Et si vous regardez, et si on en vient au Lobe-Rhône, à cette même période dans les années 60, et ensuite je sais que la conversation va aussi continuer sur les années 70, mais
c'est pas tellement que les Suisses n'étaient pas forcément très bons, mais au Lauberhorn, vous pouvez constater que dans les années 60, c'est plutôt des Autrichiens qui, eux, ont connu leur Innsbruck un peu plus tôt et qui ont déjà fait des changements dans leur organisation du ski. Donc ils sont meilleurs dans les années 60 que les Suisses, et donc on a un petit peu ce complexe d'infériorité, et qu'on voit aussi dans l'exemple du Lauberhorn. Mais vous allez voir qu'en Suisse, on va mettre les choses, on va changer les choses, et ça c'est une question que j'aurai après pour M. Colombin, peut-être on pourra commencer avec ça, c'est la Suisse va mettre en place un comité national de soutien pour les sportifs d'élite, à la suite de ça, dans lequel on a notamment M. Hoggy qui va être impliqué, non pas directement dans le CNSE, mais à la Fédération suisse de ski, où il va prendre des fonctions techniques pour notamment assurer un suivi technique des skieurs, leur donner finalement un meilleur suivi, un meilleur soutien aussi à côté de ça. L'anecdote nous raconte des fois que dans certaines compétitions des années 50, les skieurs suisses qui cassaient leurs skis devaient aller les acheter tout seuls au magasin de sport. Donc il y avait peu de soutien. Les choses vont changer à partir des années 60. Et donc on a notamment en 68, aux Jeux Olympiques qui suivent Innsbruck, déjà des meilleurs résultats. En tout cas, la délégation suisse ramène un certain nombre de médailles. Il n'y a pas de médaille d'or, mais on a des médailles d'argent, on a des médailles de bronze qui effectivement redorent un petit peu le blason. Et les choses commencent à changer et permettront, notamment à la génération de M. Colombin, après de briller dans les années 70. Je vais passer assez vite parce que voilà, mais je vais simplement venir, et puis parce que c'est ici finalement qu'on va passer finalement le mot. C'est ce que tout le monde se souvient, ou peut-être pas tout le monde s'en souvient, mais en tout cas vous avez tous ça en tête, c'est effectivement ces Jeux Olympiques de 1972, où là par contre la délégation suisse va remporter un nombre de médailles important, va réussir des performances qui restent encore sans doute dans la mémoire de certaines et certains d'entre vous, et notamment avec évidemment Bernard Russi, mais surtout M. Colombin qui à ce moment-là fera des grandes performances qui seront suivies après par des performances aussi sur le Lauberhorn. Merci. Roland, oui. Dans les années 70. Non, mais je voulais dire que... Allez-y. J'ai pas tout compris là, mais quand j'ai gagné Wengen, je crois que ça faisait 24 ans ou 25 ans qu'un Suisse n'avait pas gagné Wengen, je crois. Alors effectivement, vous avez gagné en 1974, et ça faisait depuis 24 ans qu'un Suisse n'avait pas gagné Wengen. Il l'a précisé tout à l'heure, est-ce qu'il y avait réellement plus de soutien de la part de la fédération? Vous aviez un soutien qui était quand même conséquent à cette époque-là? Moi, je venais de débarquer, je ne sais pas ce qui se passait avant, mais, mais bon, je pense que, en tout cas, nous, on était vachement bien pris en charge, tout s'était bien passé, puis voilà. À part que j'ai eu un petit problème, c'est que à Sapporo, donc j'avais fait ma médaille d'argent, j'avais 21 ans, puis j'ai dû faire l'école recrue après le... Ben oui, Maurice, j'étais à Zinal, là. Et puis j'étais pas tellement le bon exemple. À l'école recrue, j'aimais pas l'armée, puis... Alors, après 2 mois d'école recrue, j'ai reçu une lettre de la Fédération suisse de ski, qui était dirigée beaucoup par des militaires à l'époque. Et on me menaçait de me virer de l'école de l'équipe suisse de ski si je ne me faisais pas un petit effort au niveau militaire. Ça a un petit peu changé quand même. Alors j'ai fait un petit effort. En 1974, justement, vous mettez fin à une longue disette pour le ski suisse sur cette descente du Lauberhorn. Il y avait une certaine fierté, vous le saviez à l'époque-là? C'est-à-dire 24 ans sans victoire du côté des Suisses. Je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, j'étais content. Bon, Sapporo, c'était mes débuts. Et deuxième. Maintenant, je regrette parce que j'aurais dû gagner. Mais sur le moment, j'étais content parce que je me disais, j'étais sélectionné de dernière heure et puis j'étais presque le remplaçant. Donc, j'étais content d'être le deuxième. Après, j'ai pratiquement tout gagné pendant 2 ans. Et c'est là que je me dis, zut, j'ai loupé un truc, là. Voilà. Roland, lorsque on vous a présenté, il y a eu passablement d'applaudissements. Vous avez encore une certaine cote de popularité, ça vous y êtes sensible? C'est impressionnant finalement, 40 ans après, plus de 40 ans après. Oui, mais je pour... Vous cultivez le mythe. Oui, Roland Colombin, c'est un peu le mythe dans le mythe. Il travaille le mythe. Didier, comment vous percevez Roland Colombin, justement? C'est une autre génération, bien évidemment, comment vous le percevez?
Ouais, moi, j'ai appris à le connaître plutôt après, pendant la deuxième moitié de ma carrière. Quand j'étais très jeune, j'étais régulièrement en Valais pour les entraînements. Puis j'avais un collègue d'équipe qui était de Versegère, décédé d'ailleurs dans une avalanche, Felet. Et je savais que j'étais dans les terres à Roland-Colombin, mais je ne l'avais jamais rencontré. D'ailleurs, je passais dans son village, caveau à Versegère même. Et puis, voilà, on guignait à travers la fenêtre pour voir le trophée de Kitzbühel. Et puis, c'était vraiment un mythe. Puis après, j'ai été rencontré par la suite dans différents événements. Mais la réalité, c'est là. Il cultive son mythe et il le fait très très bien. C'est pour ça qu'il est resté aussi populaire sur 40 ans. Patrice, il y a mon gamin qui me dit, papa, viens voir, à la fenêtre, il me dit, il y a Didier Cuche devant la maison avec une rose à la main. J'ai dit, t'arrêtes tes conneries ou bien? C'est vrai. Mais c'était vrai. Alors, pas de mésentente, hein. J'amenais pas des roses à Roland, j'amenais des roses à l'épouse du feu Bertrand. De Bertrand qui était justement décédé dans une avalanche une année avant. Patrice, pour vous aussi, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, Roland Colombin, c'est un mythe dans le mythe. Ouais, c'est le mythe dans le mythe, mais c'est eux qui ont fait développer, je pense que c'était les premières vraies stars du ski alpin. Parce que, là, on l'a vu, hein, je pense Suisse Ski, le gouvernement a mis un peu plus de moyens à partir des années 60, et ces années 70, c'est les premières années d'or du ski suisse. Et ils nous ont fait aimer le ski. Et je crois que la Suisse a énormément profité de ça. On l'a vu, il y avait lui et Bernard Russi, c'était deux personnalités totalement différentes, mais il y en avait d'autres à côté qui ont fait que l'équipe était très très forte et ils ont dominé en leur temps. En tout cas, Roland, pendant 2 années, il aurait pu dominer pendant 10 ans. Peut-être pas que tu aurais skié pendant 10 ans sans les blessures, mais avant les skieurs arrêtaient un petit peu plus vite que maintenant. J'ai presque eu de la chance dans mon malheur, là. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais ils nous ont fait aimer le ski et ils ont aidé à développer. On a regardé autant la télé et toutes ces courses, c'était justement grâce à eux. Justement, les médias s'emparent aussi du phénomène hein, dans le début des années 70. Est-ce que la pression n'a pas commencé à monter pour les coureurs suisses, notamment lorsqu'on est au Loberhorn, à Wengen? Il y avait une pression qui était plus forte que si on était à Kitzbühel. C'était votre sentiment? Pour moi, personnellement, c'était que chaque fois, plus tu gagnes, plus tu as de pression, parce que tu veux continuer de gagner. Moi, par exemple, la deuxième fois que j'ai gagné Kitzbühel, j'ai pas dormi de la nuit. Et puis, à 3 h le matin, je tournais en rond. Et puis, parce que la première fois, c'était presque... J'allais pas vraiment pour gagner, je veux dire, j'allais pour faire un bon résultat. Après, tu gagnes. Mais après, tu veux regagner, puis continue de gagner, comme a fait Didier. Donc, tu as encore plus de pression. L'encadrement, en tout cas, moi, je me rappelle très, très bien, parce que le dernier... Quand j'étais entraîneur à Suisse Ski, avec les Suisses, le dernier qui avait gagné, c'était William Bess, qui a mon âge. Et derrière, c'est Bruno Kerden. Il y a eu aussi plus de 10 ans là. Et je peux vous dire qu'à Wengen, on sentait la pression. Parce que chaque année, franchement, souvent, on se loupait un petit peu. Didier, dans le début de sa carrière, ou le milieu de sa carrière, perdait un temps fou du départ à la tête de chien, où on ne trouvait pas les solutions. Et puis tout d'un coup, depuis la victoire de Kernen, on a enchaîné. En réalité, depuis là, chaque année maintenant, les Suisses sont bons à Wengen, mais il y a aussi eu un sacré trou entre la victoire de Bess et celle de Bruno Kernen derrière. Et là, en tout cas, en Suisse, chaque fois on arrivait, on disait, mais pourvu qu'on fasse au moins un podium, et ça ne venait pas. Donc, si j'ai bien compris, s'il était parti du Lounge Shop, il aurait pu gagner aussi. J'allais rebondir là-dessus en disant que moi, il m'est arrivé des années à me coucher en me disant, mais pourvu qu'on ne fasse pas la partie du haut, pourvu qu'on parte de la Lounge Shop. C'est vrai que j'étais souvent en relation avec le temps que j'avais à la Lounge Shop, le retard que j'avais, puis le retard que j'avais à l'arrivée. Il m'arrivait régulièrement d'avoir un petit peu moins de retard à l'arrivée qu'à la Lounge Shop. Donc, les calculs étaient vite faits. Est-ce que ce n'est pas aussi une parenthèse d'une question de préparation physique? Parce que justement, on arrive à supporter ces 2 minutes 30, 2 minutes, même 40 de course. Faut pas me titiller là-dessus. Hein. Non, c'était pas physique. C'était vraiment par rapport à l'explication que j'ai faite sur ce premier virage.
je perdais en général presque 1 seconde jusqu'à la Unschopf, et puis c'est un tiers de la course. Donc si on continue sur ce rythme-là, on perd 3 secondes, on finit autour de la 15-20e place, même plus. Et c'était vraiment un hasard qui a fait que j'ai compris comment négocier Wengen. Mais par rapport à cette pression, et ça je pense que parfois c'était même, peut-être que toi tu l'as compris, mais la presse, c'était difficile à comprendre combien l'atmosphère en Suisse pour un skieur suisse qui est à Wengen, qui a peut-être les cartes pour jouer un podium ou une bonne place, mais pas forcément pour gagner, de s'entendre dire avec cette proximité du public du matin jusqu'au moment du départ, par des gens bien intentionnés, qui sont très joyeux, qui ont peut-être déjà commencé le soir avant de préparer la course. Allez, il faut gagner, vous allez gagner. Genre, c'était plutôt des commentaires revendicateurs. Maintenant, je fais un saut 1 semaine plus tard à Kitzbühel, où là, on est presque un petit peu les étrangers, les Suisses qui viennent mettre en danger la suprématie autrichienne. Puis là, ça, dans un autre sens, ça nous rend peut-être un peu plus forts. Et ça peut être bloquant au niveau des nerfs, du stress, de sentir cette pression. C'est vraiment, on parle de cette pression globale qu'on a quand on skie à la maison. Si on arrivait, puis qu'en début de saison, on a déjà claqué 2 podiums, gagné une course, on arrive à Wengen dans une autre configuration que si on est encore pas prêt pour faire un podium. Puis c'est ce que une bonne partie des 60 000 personnes qui sont là revendiquent, parce qu'il y a beaucoup de Suisses qui viennent à Wengen et peu d'étrangers qui viennent sur place. Il y a de nouveau cette notion de proximité, hein. Patrice Morisot, on l'a dit, cette proximité dans le train avec le public qui offre ce caractère très particulier à la course. Moi j'ai toujours adoré ça. Les coureurs, ils sont un petit peu plus protégés. Mais moi, j'ai vu vraiment une grande différence le moment où on a réussi à être bon depuis 2006. Où on a vraiment, avant avec Bruno, on a été chaque année bon. Et c'était beaucoup plus facile après de venir. Après la victoire de Kernen, tout a été quand même beaucoup plus facile. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus gagné. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus gagné à Wengen, la Suisse. Et derrière, après, on a eu des athlètes hors normes qui ont gagné les courses les unes après les autres. Didier en plus aussi dans le slalom, on est devenu dans les 2 ans maintenant. Mais avant, en tout cas à Wengen, si on faisait une bonne descente, c'était pas trop grave. Si en slalom on passait un petit peu à côté, c'était moins. Mais quand on était mauvais en descente et mauvais en slalom, là c'était plus compliqué. Maintenant on a les deux. Maintenant on a les deux. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de vainqueurs suisses depuis Kernen, après Defago, Feutz, Kung, Janka. Pratiquement chaque année, voire tous les 2 ans, il y avait une victoire suisse. Un mot peut-être, puisqu'on a évoqué les années 70, sur l'état de la piste, sur l'état de préparation de la piste. À l'époque, ça ne se ressemblait pas vraiment à ce qu'on fait maintenant. Vous êtes descendu sur des pistes où il y avait encore peut-être 20-30 cm de neige fraîche. Ça n'existe plus. Non, mais ce n'est pas le cas. Hein. On avait déjà les pistes préparées impeccables. Il y avait les militaires, il y avait... Non, c'était bien. Moi, je trouve qu'on avait des pistes en ordre. Hein. D'ailleurs, on faisait des temps de 30 à l'époque. La grande différence maintenant, c'est la sécurité. Ce qui a changé maintenant en 20 ans, 30 ans, c'est vraiment... Maintenant, il y a des filets de partout, il y a des protections. Avant, c'est vrai que... Il y avait les bottes de paille. On se dit, quand on voit ça maintenant, on dit que c'était des inconscients. Oui, il y avait moins celui qui tombait, il arrivait dans un chalet ou dans une barrière en bois. C'était pas les mêmes. Mais ce qui fait maintenant la grande différence, c'est que les pistes sont préparées avec de l'eau. Et Wengen, c'est ce qui est spécial sur cette longueur. Une vraie piste de descente, une piste de descente plus courte, c'est pratiquement possible de la préparer du départ à l'arrivée. Wengen, c'est tellement long qu'il n'y a que certains secteurs qui sont vraiment préparés avec de l'eau où la piste est... La sécurité, justement, le point noir de l'histoire du Loborhorn, c'est le décès d'un coureur autrichien, c'était en 1991. Est-ce qu'on s'est montré encore plus sensible à cet aspect sécuritaire, à ce sentiment-là? La mort d'un coureur, c'est quand même quelque chose qui frappe. Et certainement, donc on l'a évoqué avec les filets, on est compte maintenant qu'il y a 20 ans, il y a des filets qui sont beaucoup plus sophistiqués. Je pense dans notre comité, aussi à Wengen, on sent encore que la tragédie de Rheinstadler, c'est encore présent et ça nous mène à réfléchir comment on peut toujours
améliorer encore la sécurité parce que, encore une fois, un Rheinstraße. Les pistes étaient quand même un peu moins préparées, plus bosselées qu'à l'heure actuelle, non? Moi, j'ai vu qu'à la télé. Hein. On parle du trou des Autrichiens, c'est un passage où... C'est sûr que c'était plus bumpy, c'était... Ils n'enlevaient pas toutes les... Maintenant, franchement, sur les pistes de Coupe du Monde, les bosses sont encore marquées, mais entre les bosses principales, c'est pratiquement un tapis. Avant, c'est vrai qu'on voit sur les images, ça bougeait énormément et le matériel ne réagissait pas la même chose que maintenant. Ça, c'est une autre question, effectivement, Andreas. L'accident Rheinstraße, ce n'était pas un problème de la piste. Je dirais il y avait deux problèmes. D'abord, il y avait la condition, parce que c'était S à la fin. Deuxièmement, c'était le filet, parce que son ski coupait le filet et après, il s'est accroché dans le filet. Et après cet accident, mondialement, on a dû refaire tous les filets et aujourd'hui, ce n'est plus possible que le filet. Donc cet accident a donné une amélioration de la sécurité. La sécurité, Didier, c'est quelque chose auquel on tient véritablement, mais le risque zéro, il n'existe de toute manière pas, que ce soit à l'Oberhorn, à Kitzbühel ou n'importe où finalement. Non, le risque zéro n'existe pas, mais en tant qu'athlète, c'est justement de ne pas vous préoccuper de ce genre de choses, même si dans les endroits vraiment très spéciaux. D'ailleurs, il y a une commission qui s'était créée au niveau de la sécurité où on demandait un peu les avis des athlètes. Mais après, les avis n'étaient pas toujours entendus. Après, il y a les différentes nations, on pense à des intérêts personnels. Et puis, c'était vraiment très complexe d'intégrer les athlètes au niveau de la sécurité. Mais l'athlète en lui-même, il ne peut pas simplement se concentrer sur une bosse, comment il va devoir la sauter, dans quel sens, s'il l'amortit, s'il saute un petit peu avant. Et puis, finalement, regarder à gauche, à droite, où il pourrait tomber, où il pourrait se faire mal. La condition psychologique n'est pas réunie pour après y aller vraiment franchement. Pour les bosses, il y a quand même demandé à moi pour les bosses. Mais tu as oublié tout, tu as oublié les bosses. La fameuse bosse. Je vous propose de passer à une dernière partie historique, une troisième petite partie. On va évoquer les temps modernes avec nos deux historiens, Sébastien Cala et Grégory Quin. Je ne sais pas lequel des deux s'y colle. Simplement, deux, trois petits éléments du coup, pour rebondir aussi sur ce qui a été dit. C'est aussi un petit peu le jeu de l'historien peut-être, mais je ne sais pas si ça vous a choqué, peut-être pas, mais on nous a juste dit à l'instant qu'on a mis de l'eau sur la piste. Moi, je pensais bêtement que le ski se faisait sur de la neige et que la neige était une transformation de l'eau dans le froid. Mais c'est intéressant ça, parce que je pense que même si M. Colombin nous a dit qu'à l'époque la piste était déjà préparée par notamment les militaires dont on voit qu'encore aujourd'hui ils participent à la préparation de manière bénévole à la préparation de la piste, mais sans doute qu'à l'époque la différence entre la piste que vous, moi, on pouvait fréquenter était sans doute moins grande qu'entre celle qu'on a maintenant. Et si vous ou moi on s'amusait à descendre sur la piste telle qu'elle est préparée avec de l'eau, sans doute qu'on n'arriverait pas très loin, qu'on ne ferait pas beaucoup de choses. Donc ça aussi, c'est un élément que l'histoire nous enseigne. Surtout qu'il faut que vous ayez un élément en tête, c'est qu'à la première course du Lauberhorn, en 1930, le car n'avait pas encore été inventé. Cette petite partie métallique sur le bord du ski qui vous permet maintenant, avec le carving, de vous pencher et puis de faire des courbes tous à peu près les mêmes, en 1930, il n'y avait pas de car, c'était des planches de bois. Donc vous imaginez la technique qu'il fallait développer pour se rendre jusqu'au bas de la piste. Et pour se rendre au bas de la piste avec ses bras, ses jambes, les skis, etc. Ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Les cars ont été inventés après. Mais j'aimerais encore vous poser 2-3 questions, peut-être aussi des questions à vous. Parce qu'on a ici deux modèles. Peut-être que certains d'entre vous ici ont commencé le ski parce qu'ils ont regardé les descentes de M. Colombin, d'autres plus jeunes parce qu'ils ont regardé les descentes de M. Kusch. Cette question du modèle, ou d'avoir une course à la maison, un mythe comme le Lauberhorn, est-ce que c'est important? Est-ce qu'ici, des gens ont commencé le ski? Alors, on ne va pas lever la main parce que ça fait un peu scolaire, mais pensez-y, est-ce que vous avez démarré à cause de ça? Et j'ai une autre question pour vous. Est-ce que, ici, vous vous souvenez où vous étiez assis pendant les championnats du monde de ski de 1987? Qui se souvient de l'endroit où il était assis et de ce fameux palmarès que les Suisses ont remporté en 1987? Soyez pas timide, levez la main si vous vous souvenez. Personne? Ouais, quand même.
Il y en a 3 qui ont regardé la télé. Il y en a quelques-uns qui se... Il y en a quelques-uns qui se souviennent. 1987, 14 médailles d'or, les Suisses qui remportent ces championnats du monde de ski. Je vais vous révéler une anecdote. Depuis 1987, la Fédération suisse de ski perd des membres. Le nombre de membres à la Fédération suisse de ski a augmenté de 1904 à 1987. Depuis 1987, le nombre de membres à la Fédération suisse de ski diminue. Alors vous allez me dire, celui-là il est sympa, il vient pour parler de l'échec d'Innsbruck, maintenant il nous dit que la Fédération suisse de ski a de moins en moins de membres. C'est clair que ce n'est pas forcément positif, mais c'est aussi mon rôle d'historien de vous dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a de moins en moins de gens qui font du ski, ça c'est un autre débat, on pourra l'avoir une prochaine fois, une prochaine table ronde, mais c'est un élément et c'est une question finalement. Comment est-ce que pour les modèles qu'on a ici devant nous, comment eux vivent ça, le fait d'être un modèle? Et dernier point, puisqu'on parle du mythe du Lauberhorn, on nous en a parlé, vous avez des étoiles dans les yeux quand vous les entendez parler, nous aussi. Mais finalement, qu'est-ce qui différencie le mythe du Lauberhorn d'autres mythes qu'on a en Suisse, C'est une question aussi pour l'organisateur, finalement. On nous a dit, 2019, le record de fréquentation, mais finalement, qu'est-ce qui différencie ce record de fréquentation du record de fréquentation de la fête fédérale de lutte, à laquelle j'ai pu aller, moi aussi, il y a quelques semaines, finalement. 400 000 personnes qui sont allées à la fête fédérale de lutte, qui sont un autre mythe du paysage sportif. Le marathon d'Engadine, qui est aussi un mythe, avec des records d'affluence, participants, spectateurs. Qu'est-ce qui différencie ça? Est-ce qu'on est différent quand on va voir le Lauberhorn et quand on va au Paléo? Finalement, est-ce que ce n'est pas du spectacle qu'on va voir? Ça, c'est une question aussi que j'ai à poser pour l'organisateur. Et ouais, voilà, je vous remercie. Andreas Rickenbacher, le Lauberhorn, c'est un spectacle, c'est une fête aussi. Oui, ça devient de plus en plus une fête. On a 67 000 personnes à la course, mais je pense pendant le week-end, on a plus que 100 000 personnes dans le village. Le vendredi soir, le samedi soir, il y a la fête dans tout le village. On a eu des séminaires stratégiques cette année-là, parce qu'on a, dans 10 ans, on a les 100 ans. Ça devient de plus en plus difficile d'avoir les fonds. On fait des séminaires stratégiques pour voir où on veut aller dans les 10 ans à venir. Et on s'est demandé cette question-là, c'est quoi le mythe? Et on a dit il y a peut-être 3 choses, 2 choses on a déjà entendu. C'est l'héritage qu'on a 100 ans, c'est la course qui est spéciale, le Rundschopf, tous ces passages. Deuxièmement et troisièmement, c'est le paysage. Vraiment un paysage exceptionnel qu'on a là. On a entendu des coureurs où ils voient le paysage. Là, je pense sur ce 3 niveaux, il faut faire attention de pouvoir prendre ce mythe aussi aux 100 ans, aux 110 ans. Bon, Didier, le paysage, il l'a moins vu pour l'instant, mais enfin, peut-être qu'il le regarde un peu plus maintenant. Patrice, l'aspect festif. Il était très souvent en Valais, donc on est moins impressionné. C'est ça. C'est ça. On a quand même 2 Valaisans. Hein. Patrice, l'aspect festif, on vient voir une descente comme celle-ci pour la fête avant de regarder la descente. C'est un peu ça maintenant. Sur toute organisation, il y a cet esprit festif où les gens sont contents de se rencontrer, se voir. Et puis là, franchement, c'est un sacré spectacle. C'est un spectacle comme la fête de lutte, comme tout ce qui se fait, où les gens vont parce qu'on offre, ou parce qu'il y a quelque chose qui est offert. Je rebondis, ouais, c'est tout à fait ça. En tant qu'athlète, si je fais le lien avec ce que j'ai dit avant, la pression qu'on peut avoir quand on n'est pas prêt pour gagner, du moment où on se sent un des candidats capable de remplir le premier, deuxième ou troisième rôle, parce que c'est un petit peu ça, comme ça qu'il faut le voir, et c'est peut-être ce qui m'a aidé sur la fin de carrière à approcher le sport un peu d'une manière, ce sport d'élite d'une manière différente, c'est de plus forcément voir intrinsèque, il faut gagner. C'est que j'ai le droit de gagner, j'ai le droit de m'attribuer le premier rôle en gagnant la course. Et c'est ça, un rôle, c'est de se donner en spectacle devant les millions de téléspectateurs et les dizaines de milliers qui viennent sur place. Et ça, c'est très enrichissant. Et
Bon, après, ça coûte aussi de l'énergie après la course parce qu'il y a tout le système qui vient après. Mais sur le moment, on sent qu'on fait plaisir à du monde. Voilà, même quand j'ai fait deuxième à Wengen, c'était on monte dans le village, la joie au cœur, avec des gens qui font la fête partout. Bon, après, pour nous, c'est peut-être un petit peu moins le programme festif que pour les autres, mais ça fait vraiment plaisir. Je laisserai d'autres parler sur ce sujet-là. Ouais, pour dire, c'est une fierté, c'est vraiment une fierté de se donner en spectacle. Moi, j'étais tout le contraire. Toi, moi, je faisais ça pour moi, pas pour les autres. Pas pour faire plaisir, pas pour vous faire plaisir, excusez-moi. C'était pour me faire plaisir, et puis après, je faisais la fête, puis normal, je veux dire. C'est là que tu faisais plaisir aux autres. Mais Grégory Quin a évoqué l'aspect, hein, vous devez d'être peut-être un modèle, de donner envie aussi à d'autres de faire ce genre de choses. Vous avez le sentiment de devoir être un modèle de temps en temps? Moi, je pense que sur le fond, c'est presque... on ne le fait pas parce qu'on a envie de devenir un modèle. Ça vient un peu par soi-même. On se rend bien compte qu'on a énormément d'enfants qui viennent, qui veulent une signature, qui nous ont vus dans nos exploits, puis qui commencent à s'entraîner, qui veulent suivre ce chemin-là. Donc, quelque part, on a un rôle modèle. Oui, on se doit quand même de... Je sais pas, peut-être les années ont changé un peu les choses, mais maintenant, en plus, avec les réseaux sociaux et tout ce qui est très vite publié, on peut plus se permettre n'importe quoi. Après, moi, j'avais pas l'impression que j'avais besoin de me retenir de faire le zouave et d'être très sérieux. Patrice, à chacun aussi sa manière de finalement d'exploiter sa cote de popularité. Là, j'ai eu vraiment la chance de côtoyer deux personnes. C'était un Baudéminaire qui était beaucoup plus extravagant, un Didier qui était qui était plus comme tout le monde. Baudet était très différent. Mais un jour, j'ai compris une chose, parce qu'à Wengen, très tard dans la nuit, c'était la veille de la course, passé 2h le matin, je l'ai croisé. Baudéminaire, on est d'accord. Baudéminaire. Il l'a battu de 6 dixièmes. Mais il m'a dit, mais je vois pas ce qu'il y a comme problème. Eux, tes coureurs, eux, ils vont au lit à 10h ou 11h le soir, et ils se lèvent à 6h le matin. Moi, je vais à 3h ou 4h, et je me lève à 10h. Parce qu'il n'allait pas faire la reconnaissance les années. Et il était sûr que sa préparation était juste. Et quand il était bien, je pense que c'est tellement individuel. Et le coureur, après, si Didier était au départ et qu'il était rentré à 4h le matin, je pense qu'il ne ferait pas une bonne performance parce qu'il n'aurait été pas en paix avec lui-même. C'est tellement différent d'un athlète à l'autre. J'étais pas bon en maths, moi. Mais... Baudéminaire, par exemple, il y a des fois où je pense que ça lui a rendu service, ce côté de décontraction qu'il avait, et puis ces calculs qu'il faisait lui-même. Par contre, je pense qu'il y a une année où ça ne lui a pas forcément rendu service, c'est certainement à Kitzbühel, quand le matin du 3e entraînement, je regardais un petit peu mes collègues autour de moi, mes serviceman, et puis j'avais l'impression que quelqu'un avait bien fait la fête. C'est-à-dire qu'il y avait un peu des vapeurs, là, puis en général, c'est les serviceman qui vont faire la fête, puis... À force d'avoir regardé tout le monde, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il restait plus que Baudéminaire à côté de moi. Puis l'année-là, il était en tête jusqu'à ce que j'arrive. Et quand j'ai appris ça bien plus tard, je me suis dit, ouais, c'est quand même typiquement Baudéminaire, entre le génie et la folie dans tout son grandeur. À Wengen, il aurait pu prendre les rochers, le coup là. Il aurait pu passer tout droit. Là. Comment entrevoyez-vous l'avenir de cette course de l'Oberrhône, ou des courses de l'Oberrhône? On va pouvoir encore les organiser comme ça pendant 50 ans? Comment? Là, ce sera plus une question de savoir si on a encore de la neige ou les conditions météorologiques qui permettent de faire de la neige artificielle, parce qu'en neige naturelle, ce serait déjà plus possible. Je pense qu'au niveau de l'historique et de ce qu'il faut pour faire un grand spectacle, il n'y a aucune raison que ça ne dure pas encore 50 ans. Andreas Rickenbacher, la neige artificielle, réellement, elle vous sauve? Oui, on a fait beaucoup d'investissements dans les 10 ans, dans les 15 ans maintenant. Ah, c'est plus colombin. Donc, dans les 10 ans ou 15 ans, on a fait beaucoup d'investissements pour la neige artificielle. Sans ces investissements, on pourra les courses, c'est clair. Précisément, le bas de la piste est situé à quelques 1300 mètres.
pourrait imaginer que l'enneigement devienne de plus en plus faible, qu'on ne puisse plus organiser cette course du Lauberhorn réellement? Oui, c'est clair, avec le changement du climat, ça devient de plus en plus difficile. Je pense qu'on a l'avantage qu'on a une face nord, ça c'est un avantage climatique, et qu'on a fait ces investissements qu'aujourd'hui, quand les températures dans la nuit sont en dessous de 0 degrés, on utilise peut-être 4 à 5 nuits pour enneiger toute la piste, depuis tout en haut, tout en bas. Et ça, c'est vraiment un avantage qu'on a maintenant depuis 2 ou 3 ans. Sans cela, ça ne serait plus possible. Patrice, comment vous imaginez l'avenir du Lauberhorn? Une course qui va rester? Je crois au ski et puis je pense que le ski sans Wengen, sans le Lauberhorn, ça ne serait pas possible. Je pense qu'il y aurait une très très grosse perte et puis moi, je suis un idéaliste et puis on voit maintenant, vous avez fait beaucoup d'investissements pour la neige artificielle, c'est vrai, mais maintenant on connaît déjà des méthodes pour faire la même neige avec la même eau, avec moins d'électricité à des températures positives. Je pense que dans 10 ans, si on repart de la même chose, on dira « Ah, mais c'est vrai, on avait pensé, il y aurait peut-être plus de neige, mais il y en a quand même, parce qu'on peut utiliser d'autres moyens qui sont à disposition. » Je dirais plutôt c'est une symbiose. Quand les gens skient encore, quand nous tous, on va skier, on va aussi faire le Lauberhorn. Donc c'est une symbiose, il faut les deux choses. Quand les gens ne vont plus skier en hiver, ça devient aussi plus difficile. Roland Colombin, vous imaginez Lauberhorn dans 10, 20 ans? Comment vous l'imagineriez? Je sais pas. J'espère être encore là, c'est tout. Messieurs, je vous remercie. On est peut-être au terme de cette table ronde qu'on ne va pas clore tout de suite, bien évidemment, parce que je suis persuadé que vous, public, vous avez certainement des questions à poser à nos champions, à Patrice Morisot, éventuellement aussi à Andreas Rickenbacher. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Profitez, ils sont là pour vous. Hein. Donc profitez, n'hésitez pas. On pourrait encore parler de cette descente du Lauberhorn, du ski, longtemps, très longtemps. Alors n'hésitez pas à poser-leur toutes les questions. Si possible, peut-être quand même avec un petit regard sur la descente de Wengen en priorité. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Qui se lance? Monsieur Cornu, on va vous donner le micro. Là. Stop. Voilà. Merci beaucoup d'abord. Juste une toute petite question. Est-ce que quand on est au portillon de départ du Lauberhorn, on pense quelque chose de particulier par rapport à ce qu'on pense au départ d'une autre course, ou bien c'est une course comme une autre? On a peur, on a plus envie, je sais pas, c'est autrement? Alors, qui c'est qui répond? Toi, par exemple. Non, pour moi, toutes les courses, c'est pareil, quoi. C'est certaines tensions, peur. Il ne faut pas trop avoir peur parce que sinon, c'est mieux de rentrer à la baraque. Et puis, mais c'est toutes les courses la même chose à peu près. Ouais, pour moi aussi, c'était concentration totale sur ce que j'avais reconnu, ce que j'avais idéalisé comme ligne. Et puis, non, il n'y a pas une pensée différente par rapport à la piste. On sait qu'il y a des endroits où on s'approche de nos propres limites. On doit chatouiller la limite de ce qui est faisable pour essayer d'aller le plus vite possible. Mais on n'a pas des différentes pensées vraiment d'une à l'autre. En tout cas, pas pour moi non plus. Une autre question? N'hésitez pas. Monsieur? Bonne question. C'était bien 6h30. Ouais, c'était 5h30, c'est plus ou moins 5h30 le petit déjeuner. Premier train, 7h, 7h30 pour les coureurs. Voilà, c'était le timing par rapport au train qu'il ne fallait pas rater. Mais moi, je ne me rappelle pas à 5h30. Bon, peut-être pour vous, parce que vous avez encore du boulot à faire les tracés d'échauffement et tout. Mais en tout cas, les entraînements étaient des fois plus tôt, c'était peut-être 6 heures. Mais après, en course, comme la course en général, elle est plus tard, c'est 12h30 le départ. La journée, elle est longue et on se levait un peu moins tôt.
Moi, j'ai eu la chance de courir 15 ans avant. Je pouvais dormir un peu plus longtemps. Moi, j'aimerais vous poser une question d'une façon générale sur le rôle modèle d'un athlète de très haut niveau que vous êtes. Vous êtes certainement préoccupé, vous l'avez dit tout à l'heure, par l'image que vous donnez aux jeunes générations plutôt. Est-ce que vous vous préoccupez aussi, un athlète se préoccupe aussi d'une image négative qu'il pourrait donner à ses fans ou à des futurs intéressés dans un sport particulier? Est-ce que ceci vous préoccupe? Pas vraiment en fait, puisqu'on cherche en faisant du ski, en étant normal, en respectant tout un chacun et puis en faisant des choses qui sont justes. On n'a pas à se préoccuper de savoir, on peut bien remettre en question certaines choses, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ce que je fais, mais je pense que moi j'ai pas l'impression d'avoir eu peur de faire faux. Ou peut-être ces moments-là, on les oublie, la langue. Je pensais plus général au cyclisme, par exemple, pas seulement au ski. Parler du dopage, quoi. Entre autres, oui. Un chat, t'es un chat. Je pense que le ski alpin est un sport où on peut gagner sans se doper. Et puis, moi, par rapport à mes principes personnels, c'est déjà difficile à comprendre. Il y a eu quelques cas où on ne sait encore pas maintenant si c'était vraiment délibéré ou pas. Moi, j'aurais pas pu vivre avec un remords de me dire que j'ai fait quelque chose qui n'est pas correct pour gagner. De la tricherie, c'était pas dans mon état d'esprit et ça m'a même jamais traversé l'esprit de prendre quelque chose. Une autre question? Monsieur à droite, là. Oui. Écoutez, on a la chance déjà d'avoir deux personnes extraordinaires. Je veux d'abord vous dire merci. Parce que d'abord, Roland, moi j'ai 60 ans, et puis quand monsieur, vous avez dit, si on avait des modèles quand on était petit, eh bien lui, il l'était, parce que tout le monde l'aimait, en tout cas très fort. Et malheureusement, il a eu un accident grave 2 fois de suite. S'il n'avait pas eu cet accident, on en aurait entendu parler encore longtemps, notamment certains champions du monde ou champions olympiques. Alors, merci pour tout. Et puis, quand tu t'étais blessé, on t'avait écrit une petite lettre avec ma maman, parce que j'ai quelques années de moins que toi. Puis je dis, mais écoutez, il faudrait écrire à Roland. On l'avait écrit à l'hôpital, quand tu étais à l'hôpital, et tu nous avais répondu. Oui, merci beaucoup. Une petite... C'était une carte postale avec ta combinaison verte. Et ça m'a toujours marqué l'esprit. Tu vas être un peu déçu, c'était ma secrétaire qui a écrit là. Magnifique. Et puis pour ma génération, et puis Didier, alors aussi parce qu'il est neuchâtelois, et puis chaque fois qu'il courait, c'est-à-dire qu'on était heureux quand vous gagniez. Que tu gagnais, quand tu étais deuxième, peut-être un peu moins, mais quand tu gagnais, c'était extraordinaire. Et vraiment, ça nous a fait rêver. Alors, merci beaucoup. Et puis, comment va la vie maintenant, après le ski? Elle est bien différente d'avant. J'ai 2 enfants, un petit garçon de 4 ans, une fille qui vient d'avoir 1 année. Donc, je dirais que j'avais la vie tranquille avant. On plaisante, mais je me suis surpris en regardant les courses, en voyant un ou l'autre qui s'énerve un peu, certainement bien à l'image de ce que j'ai pu faire quand je devais justifier quoi que ce soit ou que j'étais pas content de ma course et puis que j'étais un peu peut-être dans mes moments un peu bourrus dans les interviews. Puis j'ai envie de prendre le téléphone et de leur dire « Hey, apprécie ta vie tranquille maintenant. Après, c'est la vraie vie qui commence. » Si je peux me permettre de juste rebondir sur les émotions qu'on ressent au départ, la dernière fois que j'ai fait Wengen,
je pense que j'aurais aimé être au départ et avoir pris conscience au départ que c'était la dernière fois que j'ai fait la piste. En fait, j'ai pris conscience à l'arrivée, j'étais super déçu, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas déçu parce que j'avais terminé 15e alors que j'aurais pu gagner et puis que j'ai fait plein de fautes. J'ai pris conscience à l'arrivée que c'était la dernière fois que je faisais le Loborhorn. Et une semaine après, j'ai annoncé ma retraite à Bulle. Et je ne regrette pas avoir fait 3 fois deuxième, mais je ne regrette pas avoir eu conscience de ce moment-là à Wengen. Je ne vais pas plomber l'ambiance, hein, mais c'était... Je crois qu'il est temps de clore cette conférence, à moins qu'il y ait peut-être encore une dernière question de l'Assemblée. Oui, ça peut aller plus... Bien sûr que ça va aller plus vite, mais... Donc, à l'heure actuelle, ils ne vont pas beaucoup plus vite que... Le temps n'est pas beaucoup plus vite qu'à notre époque, mais il faut bien prendre en considération que ça tourne beaucoup plus. Le piquetage n'est plus le même. Alors, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est le record de la piste de 26. Dans les dernières années, ils sont allés pas mal vite aussi. Ça dépend comment la neige est préparée, ça dépend comment le tracé est, mais le tracé a quand même tendance à faire plus de mètres qu'à l'époque. Mais il suffit qu'une année, la neige soit relativement lente et puis ça approche plus des 2,40 que des 2,25. À Kitzbühel, par exemple, moi j'avais mis 2,03 mon record, puis maintenant ils sont une 57 par là. Ouais, 54, 55. C'est pas beaucoup plus vite si on pense. Ça fait quand même passé 40 ans. Mais le piquetage, ça tourne beaucoup plus parce que si ça piquetait comme nous à l'époque, les gars ils s'envolent, je pense. Le matériel il a eu un stop par rapport à la FIS qui a mis des règles de longueur, de ligne de côte et de largeur de ski. Et avec ces limites-là, on met un frein un peu naturel au fait de toujours chercher à aller plus vite en ski. Ça serait des vitesses supersoniques. Non, c'est presque pas possible, non. Juste une toute petite histoire, peut-être. Je suis très content d'avoir entendu les historiens parce qu'ils m'ont appris quelque chose que je ne savais pas. L'un des 2 fondateurs était socialiste. Ça, c'est pas encore l'histoire. Ça me rend service parce que moi, j'étais aussi un politicien socialiste. Et il y a 3 ans, j'étais le successeur de quelqu'un qui est très connu chez Swisski, c'est Josi Zennhuisen, valaisan. Et quand on faisait une petite cérémonie de donner le successeur, on était le comité, et Zennhuisen, en valaisan, je dois le dire en français ici, mais il parlait valaisan, a dit au comité, oui, maintenant, vous pouvez juger dans les années à venir ce qui est pire, d'avoir dans le comité un valaisan ou un socialiste. Messieurs, Andreas Rickenbacher, Patrice Morisot, Roland Colombin, Didier Cuche, ainsi que nos 2 historiens, Sébastien Cala et Grégory Quin. Merci beaucoup d'avoir été présents pour participer à cette table ronde. Merci beaucoup à notre public. La soirée, Yves, n'est pas tout à fait terminée. Vous avez encore quelques compléments d'informations à nous livrer. Voilà, tout à fait. Vous savez que cette soirée est organisée avec la présence de toutes ces personnes ici et aussi avec un objectif, c'est-à-dire soutenir le giron jurassien. Et on a ce soir le chef alpin du giron jurassien qui va vous dire quelques mots sur le giron et aussi vous présenter un tout petit peu ce qu'on a prévu pour soutenir tous ces jeunes qui débutent ou qui sont déjà à un certain niveau dans le ski. Alors j'appelle Jérôme Ducommun, chef alpin au giron jurassien. Merci Yves.
Je commencerai peut-être par remercier l'Université de Neuchâtel, Yves, le Panathlon d'avoir organisé cette soirée. Remercier aussi les intervenants. Je pense que voilà, on avait deux modèles. Les jeunes sont aussi dans la salle et je pense que c'est aussi très motivant. Et je dois dire aussi que pour moi et probablement aussi pour les dirigeants et pour notre association de voir autant de personnes motivées par les sports de neige et par le ski dans notre région, ça fait plaisir et ça motive en tout cas à continuer à travailler pour développer ce sport dans notre région. Avec Yves et l'université, donc, on a amené quelques actions pour ce soir, pour soutenir la relève régionale. Pas seulement la relève du sport d'élite pour des jeunes, mais aussi la relève du soutien pour développer le sport de neige dans notre région. Donc vous avez la possibilité, à l'issue de l'Assemblée, il y aura une table où vous pouvez, si vous le voulez, acquérir du vin valaisan, une sélection colombin à l'extérieur. Et si vous soutenez, en achetant ce vin, vous soutenez également l'association. Et puis, on a organisé aussi avec l'aide des intervenants, que ce soit Roland, aussi Didier, et puis les organisateurs de Wengen, une tombola, où les jeunes en fait, passeront à l'issue de l'Assemblée. Vous pouvez vous diriger aussi vers eux pour gagner de nombreux prix sur la tombola. Je ne sais pas si on peut les... Alors, on a de nombreux prix qui vous sont présentés. Vous verrez les prix aussi à l'extérieur. Il y a notamment 2 places VIP pour le combiné de Wengen. Donc, vous pouvez voir à la fois une descente et une slalom le vendredi pour la Coupe du Monde Hommes en 2020. 2 fois 2 places pour le slalom du dimanche pour la Coupe du Monde de slalom donc Hommes. Ça, c'est les prix du côté de Wengen. Vous avez aussi dans cette tombola la particularité de pouvoir gagner une paire de bâtons de Didier Cuche, original, que Didier a utilisé lors de ses compétitions. Je ne sais pas si... En 98, j'avais 2 paires de bâtons. Il y en a une qui est dans les caves du musée à Lausanne, puis la deuxième, elle est là. Voilà. Les Jeux Olympiques de Nagano. Donc, la paire de bâtons des champions olympiques de Nagano, une paire de bâtons de descente, vous pourrez la voir, elle est aussi là, possibilité de la gagner. Et puis, dans cette tombola aussi, possibilité de gagner du vin de Roland Colombin et puis également des t-shirts de l'université de Neuchâtel. Voilà. Tout ça en faveur du Giron Jurassien. Le Giron Jurassien, aujourd'hui, c'est 30 ski clubs dans l'association régionale qui regroupe le Jura, Neuchâtel et le canton de Berne. C'est 300 membres de nos clubs. Et c'est surtout pour le Giron Jurassien 2 missions principales. La première, de soutenir les jeunes pour pouvoir aller le plus haut possible dans les disciplines du ski de fond et du ski alpin par la création de 2 centres régionaux de performance sur Neuchâtel et dans le canton de Berne. Actuellement, on a une trentaine de jeunes de moins de 16 ans qui sont dans ces centres et qui progressent pour pouvoir aller plus haut dans la hiérarchie nationale et pourquoi pas un jour aussi participer à Wengen et autre départ d'une épreuve Coupe du Monde. Aujourd'hui, ces 15 jeunes voilà, sont dans les écoles ici. On en a 9 jeunes qui sont également au centre national et qui progressent et on espère dans les prochaines années que vous puissiez les découvrir au plus haut niveau. Mais le Giron Jurassien, c'est aussi, comme je l'ai dit, le développement des sports de neige. C'est 24 compétitions dans tout l'arc jurassien, que ce soit en ski de fond ou en ski alpin, pour les jeunes, pour les écoliers, pour les mois dès l'âge de 6-7 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est pouvoir permettre aux jeunes de notre région d'accéder à des compétitions de ski de fond ludiques ou des courses de ski alpin sur des terrains faciles pour découvrir ces sports-là et puis aussi pour faire comme Didier Cuche ou Roland Colombin dans nos régions et sur nos pentes du Jura. Donc ça nous tient vraiment à cœur de développer tout ça et de continuer dans les années qui viennent à pouvoir permettre de donner accès au sport de neige à tous les jeunes de notre région et pouvoir y goûter dans les années futures. Voilà. Donc vous aurez l'occasion de voir les jeunes et discuter avec eux s'ils viennent vers vous aussi pour la tombola et de les soutenir lors de cette fin de cette soirée. Merci. Merci Jérôme. Voilà, merci beaucoup Jérôme. Je vais appeler maintenant Donatella Russo-Pinatielli et Chanel Pelletier qui ont beaucoup œuvré pour cette conférence et qui vont pouvoir remercier nos invités avec, je crois, que quelques petits cadeaux. Et puis pendant qu'elles préparent ça, quand même un petit mot aussi pour vous dire que cette conférence a été filmée, qu'elle sera visible sur notre site du service des sports de l'Université de Neuchâtel. Et vous retrouverez aussi
une ancienne conférence de 2015 où M. Ogui nous avait fait l'honneur d'être à cette place. On avait passé une soirée magnifique. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui y étaient. Très, très belle soirée. Elle est à disposition sur notre site. Je vous encourage à la réécouter. Et M. Ogui, lui, nous avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de socialistes dans les vallées de l'Oberland bernois. Je ne sais plus si vous vous rappelez, mais quand il passait avec Mitterrand en hélicoptère et que Mitterrand demandait combien de socialistes là en bas, M. Ogui nous a dit qu'il n'y en avait pas beaucoup. Alors je ne sais pas s'il y en a un peu plus maintenant. Et voilà, pour la petite histoire. Adolphe, je te remercie encore de m'avoir sorti de prison à sa Voilà, je ne sais pas si les remerciements ont été faits. Voilà, vous pouvez. Bon, on est bon. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à la partie un petit peu plus festive, vous allez pouvoir vous lever, boire un petit verre. Je vais lancer l'annonce du Lauberhorn 2020, les 90 ans du Lauberhorn. Toi, tu pars déjà à l'apéro? Oui, tu as raison. Et je lance rapidement la petite vidéo, ça dure 45 secondes, et ensuite vous pourrez aller vous désaltérer. Le son. Avec le son. Voilà, on donne tous rendez-vous au Lauberhorn cette année. Bonne soirée, bon retour chez vous.